Il se considérait comme le pire père du monde mais il savait qu'il avait raison. Toute sa vie en portait la preuve, il avait choisi l'alcool plutôt que sa famille, les dettes plutôt que ses enfants. Cette nuit-là, il avait touché le fond. Ses pas incertains le menèrent, presque malgré lui, jusqu'à la porte d'une église. Ce n'était pas la foi qu'il y conduisait, mais le désespoir. « Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché », murmura-t-il dans un souffle rauque. Mais la réponse qu'il entendit ne venait pas d'un prêtre. C'était une voix intérieure, une voix qu'il croyait éteinte depuis des années, qui se réveillait enfin pour lui rappeler qu'il n'était pas encore trop tard. Le naufrage de Miguel. La pluie battait violemment contre les vitres embuées de la cantina où Miguel Hernández, 47 ans, noyait une fois de plus son chagrin dans l'alcool. Devant lui, son 10e verre de tequila tremblait au rythme de ses mains, devenu incapable de rester immobile. Le liquide ambré oscillait doucement, comme les larmes qu'il n'avait pas versées depuis 10 ans. Le barman, Don Raoul, un homme aux cheveux gris et aux yeux fatigués d'avoir trop vu des vies se détruire ainsi, secoua la tête avec lassitude. « Ça suffit, Miguel. Va chez toi. » Chez lui. Le mot déclencha chez Miguel un rire amer qui se perdit dans le brouillard de fumée et les conversations assourdies. « Je n'ai pas de maison, vieux. J'ai juste une chambre louée, où je dors quand je ne suis pas ici. » Don Raoul avait vu des dizaines d'hommes suivre cette pente fatale, mais Miguel avait quelque chose de différent, une tristesse profonde qui fendait le cœur à quiconque le regardait de trop près. Pourtant, 10 ans plus tôt, il n'était pas cet homme. Il travaillait dans une usine textile. Il avait une épouse, Carmen, dont le sourire éclairait leur petite maison, et 2 enfants, Pablo et Sofia, qui couraient se jeter dans ses bras chaque soir. Leur vie était simple mais heureuse. Puis l'usine avait fermé. Les factures s'étaient accumulées comme des vautours affamés, et Miguel, au lieu de lutter, avait choisi de fuir. La bière qu'il buvait, pour se détendre, après le travail était devenue 2, puis 3, puis 5. Les nuits s'allongeaient, les matins devenaient insupportables. Carmen avait tenté de le sauver, elle avait pleuré, supplié, menacé, mais Miguel s'enfonçait dans un labyrinthe de colère et d'autocommisération. Il accusait le gouvernement, les patrons, la malchance, tout sauf lui-même. Il criait sur ses enfants pour des riens. Il ignorait Carmen lorsqu'elle cherchait à lui parler, et dépensait dans l'alcool le peu qu'il gagnait de petits boulots. La chute. Les disputes devinrent le quotidien. Miguel rentrait ivre, hurlant parce que le repas était froid, parce que les enfants faisaient du bruit, parce que Carmen le regardait avec ses yeux pleins de déception qu'il ne supportait plus. Une nuit, il avait détruit la télévision d'un coup de pied parce que Pablo avait changé de chaîne. Une autre fois, il avait arraché de la main de Sofia le dessin qu'elle avait fait pour la fête des pères et l'avait déchiré sous ses yeux. La petite s'était jetée au sol pour ramasser les morceaux de papier en larmes, et Miguel, plutôt que d'être saisi de remords, avait crié qu'il ne voulait plus voir de « saleté d'enfant » envahir sa maison. Carmen avait serré leur fille contre elle et regardé son mari comme s'il était devenu un étranger ou peut-être même un danger. Le jour où Carmen avait pris les enfants pour partir vivre chez sa mère avait été le jour où Miguel avait cessé de se battre. Il avait vendu le peu de meubles qui restaient, laissé la banque saisir la maison et s'était installé dans un petit logement sur les toits d'une vieille bâtisse. Au début, il se répétait que tout cela n'était que provisoire, que Carmen reviendrait bien un jour. Mais les mois s'étaient changés en années, et il avait fini par admettre la vérité, sa famille était mieux sans lui. Depuis 10 ans, il travaillait à droite et à gauche, portant des charges au marché, nettoyant des bureaux à l'aube, vendant des bonbons au feu rouge, tout cela pour continuer à boire. Son corps s'était peu à peu détruit, son foie le faisait souffrir, ses mains tremblaient, ses matins commençaient par des vomissements douloureux. La phrase qui le brisa. Cette nuit-là, Don Raoul avait brisé le silence en nettoyant distraitement un verre. « Tu sais quel jour on est » Miguel haussa les épaules. « Mercredi. C'est l'anniversaire de ton fils Pablo. Il a 18 ans. » Ces mots tombèrent sur Miguel comme un coup de massue. Son petit garçon était devenu un homme, et lui avait manqué chaque instant, ses premiers matchs de foot, ses questions sur les filles, ses examens, sa remise de diplôme. Tout cela s'était passé sans lui. L'image de Pablo enfant se forma dans son esprit, ce garçonnet de 8 ans qui l'attendait chaque soir à la fenêtre en criant « Papa est là ». Celui qui lui apportait fièrement ses dessins d'école, qui voulait être comme lui, qui s'endormait blotti contre lui devant les dessins animés du dimanche. « Comment tu sais ça » demanda-t-il d'une voix éteinte. « Parce que Carmen vient parfois. Elle demande de tes nouvelles. »
Elle dit que les enfants qui ne sont plus des enfants continuent de parler de leur père. Miguel sentit un poignard s'enfoncer dans sa poitrine. Pendant toutes ces années, il s'était consolé en se disant que sa famille avait tourné la page, qu'ils avaient oublié jusqu'à son nom. Mais non. Il se souvenait. Et cette idée lui faisait plus mal que toutes ces gueules de bois réunies. Ils ne veulent pas de moi. Je suis une honte. Carmen m'a aussi dit que Pablo étudie l'ingénierie et qu'il est brillant. Il sera diplômé l'an prochain. Et Sofia, elle étudie pour devenir institutrice. Elle dit qu'elle veut aider les enfants qui ont des pères perdus, pour qu'ils ne souffrent pas comme elle. Chaque mot était un coup de marteau sur l'âme de Miguel. Ses enfants étaient meilleurs que lui. Ils avaient grandi, réussi, malgré lui. La décision. L'image de Sofia enfant revint, insupportable. Elle qui faisait des dessins de familles heureuses, avec un soleil souriant. Elle qui grimpait sur ses genoux pour écouter ses histoires avant de dormir. Elle qui l'appelait « mon petit papa » en l'embrassant de ses mains pleines de sucre. Cette nuit où il avait déchiré son dessin, elle n'avait pas pleuré pour le papier, mais parce que son papa n'était plus son papa, mais un inconnu qui sentait l'alcool et criait. Miguel demanda un autre verre, mais Don Raoul referma la bouteille. « Ce que tu cherches n'est pas là-dedans, Miguel. C'est ici, dit-il en posant la main sur sa poitrine. Puis il montra la rue où se dressait la silhouette de l'église San Juan Bautista. Miguel se leva, chancelant. La nausée le prit. L'air glacé de la nuit lui fouetta le visage lorsqu'il sortit. Mais ce qui l'étourdissait n'était plus seulement l'alcool, c'était le poids de 10 années de mensonges et de regrets qui s'effondraient sur lui. Sans savoir pourquoi, ses pas se dirigèrent vers l'église. Ses pieds nus, car il avait vendu ses chaussures la semaine précédente pour payer sa boisson, foulaient le pavé humide sans qu'il ne sente le froid. La rencontre. L'église était modeste, en briques rouges, avec des vitraux défraîchis. À cette heure, elle aurait dû être fermée. Mais la porte était entr'ouverte, et une faible lumière s'en échappait, comme une invitation silencieuse. Miguel hésita sur le seuil. Il ne s'était pas approché d'une église depuis le baptême de Sofia, 13 ans plus tôt. Il se sentait comme un intrus, avec ses vêtements sales, sa barbe de plusieurs jours et son haleine chargée d'alcool. La honte le submergeait. Mais quelque chose la désespérance, la petite voix de son enfance, ou peut-être l'écho lointain des prières de sa mère le poussa à entrer. À l'intérieur, seules quelques bougies jetaient leur lueur tremblante sur les seins des murs. Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre les battements affolés de son cœur. Miguel s'agenouilla. Pour la première fois depuis des années, il ne chercha pas d'excuses, ne maudit pas le destin. Il ne demanda rien, ne promit rien. Il laissa simplement les larmes couler, comme pour laver 10 ans de honte. Et c'est là, dans ce silence sacré, qu'il sentit une paix inconnue descendre sur lui. Pas un miracle spectaculaire, mais une certitude douce et obstinée, il pouvait encore changer. L'odeur d'encens et de cire se mêlait à l'humidité de la nuit, enveloppant l'église d'une solennité presque étouffante. Miguel sentit ce parfum pénétrer jusqu'au plus profond de lui, comme s'il voulait lui rappeler, sans pitié, le poids de toutes ses fautes. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le vieux sol de mosaïque fissuré tandis qu'il avançait lentement vers l'autel. Il n'avait pas de plan, pas de prière préparée, pas même l'assurance qu'il cherchait vraiment Dieu. Et pourtant, quand son regard tomba sur le vieux confessionnal de bois sombre, il sut aussitôt pourquoi il était venu. Le confessionnal était une relique du passé, un petit sanctuaire sculpté dans le cèdre, dont les fibres avaient absorbé des décennies de secrets, de chuchotements et de larmes. La porte du côté des pénitents était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. De l'autre côté, une lumière douce filtrait, preuve qu'un prêtre attendait. Pendant des années, Miguel avait refusé d'admettre ce besoin, mais ce soir-là, il ne pouvait plus se mentir, il avait besoin de pardon. Pas celui de Carmen, ni de ses enfants, ni même de ses voisins. Il avait besoin d'un pardon plus grand que lui, d'une réconciliation avec celui qu'il avait ignoré, accusé, et parfois même maudit. Il s'avança, hésitant, chaque pas lui semblant peser des tonnes. Ses jambes tremblaient, et pas seulement à cause de l'alcool qui bourdonnait encore dans ses veines, c'était la peur. La peur de nommer ses fautes, de mettre des mots sur la vérité qu'il avait fui si longtemps. La peur de se voir tel qu'il était, un père brisé, un homme qui avait échoué. Il s'agenouilla sur le bois du prie-dieu, poli par des milliers de genoux venus y chercher le même soulagement. Le bois était tiède, comme s'il avait gardé la chaleur des âmes repentantes qui s'y étaient posées avant lui. Miguel ferma les yeux et sentit la pièce tourner légèrement.
Ce n'était pas seulement l'effet du tequila, c'était la sensation étrange d'être devant quelque chose de sacré, de plus grand que lui. Les mots se firent attendre. Sa langue semblait peser une tonne. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas confessé qu'il en avait oublié les formules, les phrases que sa mère lui avait enseignées quand, enfant, elle l'amenait chaque mois pour laver son âme. Ses souvenirs appartenaient à un autre Miguel, un petit garçon innocent qui croyait que le monde était juste, que le bien finissait toujours par triompher. Mon père? Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'être ici. De l'autre côté de la grille, une voix douce lui répondit. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas la voix fatiguée du vieux père Miguel Angel, qui officiait dans cette paroisse depuis avant sa naissance. Cette voix-là avait une chaleur particulière, presque musicale, qui semblait aller droit à l'âme. Tout homme a le droit d'être ici, mon fils. Ces mots résonnèrent en lui comme une couverture invisible qui le réchauffait malgré le froid de la nuit. Il sentit quelque chose se détendre en lui. Il n'était plus seul. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Cela fait des années que je ne suis pas venu ici. Le temps n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois ici maintenant. Dis-moi ce qui pèse sur ton cœur. Miguel inspira profondément. L'odeur de l'alcool qu'il exhalait lui donna la nausée, mais la patience de cette voix l'encouragea à continuer. Le monde sembla s'arrêter dans cet espace minuscule, plus rien n'existait, si ce n'est sa honte et l'oreille bienveillante qui l'écoutait. Je suis le pire père qui ait jamais existé. Les mots jaillirent comme un torrent, brisant un barrage invisible. J'ai abandonné ma femme et mes enfants. Je les ai échangés contre la bouteille. Aujourd'hui, mon fils fête ses 18 ans et je ne sais même pas où il vit. Ma fille aide des enfants sans père parce que moi, son père, je l'ai trahi. Voilà 10 ans que je me détruis et que je détruis l'image qu'ils avaient de moi. À mesure qu'il parlait, les sanglots vinrent, secs d'abord, puis incontrôlables. Les larmes qu'il avait refusées pendant une décennie se mêlèrent à ses paroles. Je les ai blessés, mon père. J'ai vu Pablo cesser de courir m'embrasser en rentrant à la maison. J'ai vu Sofia apprendre à se cacher quand j'étais ivre. J'ai vu Carmen passer de l'amour à la peur, puis à la pitié, et c'était pire que tout. J'ai détruit ce que j'avais de plus beau, et je l'ai fait par lâcheté. Un silence suivit. Miguel attendait un sermon sur la responsabilité, une mise en garde sur les dangers de l'alcoolisme. Mais ce qui vint fut une question simple, qui le transperça. Les aimes-tu? 2 mots qui contenaient tout. Miguel sentit son cœur se briser. Plus que ma propre vie, murmura-t-il. Les larmes roulèrent enfin librement sur ses joues. Je les aime tellement que ça me fait mal. C'est pour ça que je bois, pour ne plus sentir ce manque, pour oublier tout ce que j'ai perdu à cause de ma bêtise. Chaque gorgée est là pour faire taire la voix dans ma tête qui me rappelle que Pablo avait besoin de moi pour lui apprendre à être un homme, que Sofia avait besoin que je lui dise qu'elle était belle et précieuse. L'amour qui fait mal est aussi celui qui guérit le plus, répondit la voix. Miguel releva la tête, surpris par la profondeur de cette phrase. Celui qui était derrière la grille semblait connaître intimement le poids de sa douleur. Je ne comprends pas. La douleur que tu ressens prouve que ton cœur est encore vivant. Un homme qui ne ressent plus rien est un homme perdu. Tu ressens, donc il y a encore de l'espérance. Alors les sanglots éclatèrent pour de bon. Miguel n'avait pas pleuré depuis le jour où Carmen avait quitté la maison. Maintenant, c'était comme si une digue cédait, 10 ans de chagrin refoulés jaillir, trempant le bois du prie-dieu. Mais c'est trop tard, mon père. Je les ai trop blessés. Ma femme a refait sa vie. Mes enfants ont grandi sans moi. Je ne suis qu'un étranger pour eux. Pablo est devenu un homme qui ne me connaît pas. Et Sofia, ma petite fille, est une femme qui a choisi de réparer d'autres enfances parce que je n'ai pas su préserver la sienne. Qui t'a dit qu'il était trop tard? Moi, cria presque Miguel. 10 ans se sont écoulés, 10 ans de honte, de silence, de raison de me haïr. Et 10 ans de souffrance, pas seulement pour toi, mais pour eux aussi. Crois-tu que ta douleur est la seule qui compte? Miguel resta muet. Il n'avait jamais pensé à cela. Il s'était imaginé que sa famille serait mieux sans lui. Mais, et si ce n'était pas vrai? Et s'ils avaient attendu, souffert eux aussi, espérant qu'il revienne? Mon père, je leur ai crié dessus. J'ai ignoré ma femme. J'ai brisé des objets qu'ils avaient fabriqués de leurs mains. Comment Dieu peut-il me pardonner tout cela?
Comment eux pourraient-ils le faire? Dieu n'a pas à te pardonner. Il l'a déjà fait. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence de l'église. Depuis le moment où tu as décidé de venir ici, depuis que ton cœur s'est brisé par amour et non par simple pitié pour toi-même, tu étais déjà pardonné. Le pardon de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut mériter, il est là, depuis toujours, attendant que tu viennes le recevoir. Miguel sentit quelque chose se détacher de sa poitrine, comme si on lui enlevait un poids qu'il avait écrasé pendant des années. Il comprit que sa culpabilité, qu'il croyait être une pénitence nécessaire, n'était en réalité qu'une forme d'orgueil, souffrir pour se punir lui-même plutôt que se relever pour aimer de nouveau. Pour la première fois depuis 10 ans, il sentit qu'il pouvait respirer. Et dans ce souffle nouveau, une décision naquit, il ne se contenterait plus de survivre. Il allait se relever, se battre pour reconquérir l'amour de ses enfants, même si cela lui prenait le reste de sa vie. Que dois-je faire, mon père? Comment réparer tout ce que j'ai brisé? Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et c'était vrai. Au fond de lui, Miguel savait parfaitement quel serait le prochain pas, mais l'idée même de l'accomplir le terrifiait. Cela signifiait affronter Carmen, voir dans les yeux de ses enfants toute la déception qu'il avait semée, reconnaître à haute voix qu'il avait gaspillé 10 longues années de leur vie. Et s'ils ne me pardonnent pas? Et s'ils ne veulent plus de moi? Et si leur vie était réellement meilleure sans ma présence? Et s'ils te pardonnaient, répondit doucement la voix. Et s'ils n'attendaient que ton retour? Et si l'amour qu'ils te portent avait grandi dans le silence de ton absence? Ces mots simples le frappèrent en plein cœur, le désarmèrent complètement. Pendant des années, il s'était enchaîné lui-même à ses peurs, prisonnier de ses propres scénarios catastrophiques. Jamais il n'avait laissé la moindre place à l'espoir. Il avait construit une cellule de « et sinon », oubliant qu'il existait aussi la question « et si oui ?» Mon père, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous avez des enfants? Un silence profond suivit, si dense qu'on aurait pu l'entendre résonner entre les murs de l'église. Puis la réponse arriva, grave et infiniment tendre. Vous êtes tous mes enfants. Un frisson parcourut l'échine de Miguel. Il y avait dans ce ton quelque chose d'inexplicablement familier, un amour qui dépassait le simple rôle d'un prêtre parlant de ses paroissiens. C'était plus intime, plus universel, comme si ces paroles venaient d'un père qui connaissait chacune de ses blessures. Merci, mon père. Je ne sais pas comment vous remercier de m'avoir écouté sans me juger. Tu n'as rien à me donner en retour. Va, et fais ce que ton cœur sait déjà qu'il doit faire. Miguel se releva. Ses jambes, qu'il avait souvent trahies par le tremblement de l'alcool, semblaient à présent solides comme des colonnes. Sa tête, autrefois noyée dans les brumes de la boisson et du désespoir, paraissait incroyablement claire. C'était comme si le vin de la nuit avait disparu de son sang, remplacé par une lucidité nouvelle. Mon père, puis-je revenir demain? J'aimerais vous rencontrer en personne, vous remercier face à face. Aucune réponse. Pris d'une étrange inquiétude, Miguel s'approcha de la grille du confessionnal et jeta un coup d'œil de l'autre côté. Son cœur manqua un battement. La chaise était vide. Pas de silhouette, pas de bruit de tissu, pas le moindre mouvement. Seule une petite bougie brûlait, sa flamme dansant au-dessus d'un modeste autel. Un frisson de panique monta en lui. Avait-il imaginé toute cette conversation? Était-il devenu fou au point de se créer un prêtre de toutes pièces pour apaiser sa conscience? Mais il se souvenait de chaque mot, de chaque inflexion de cette voix qui avait calmé son âme. Il se précipita vers la sacristie, toutes les portes étaient verrouillées. Il retourna au confessionnal, l'examina sous tous les angles, aucune autre issue. Il était impossible que quelqu'un ait quitté l'endroit sans qu'il le voie. Y a-t-il quelqu'un? Cria-t-il. Sa voix se perdit dans les voûtes de pierre, renvoyée par un écho solitaire. Pas de réponse, seulement le son de sa propre solitude qui lui revenait comme un rappel cruel. Puis, sur le banc le plus proche, quelque chose attira son regard, un petit papier plié. Ses doigts tremblaient quand il le déplia. L'amour ne se perd jamais, il se transforme. Va chez toi, Miguel. Ils t'attendent. Pas de signature. Juste, dans un coin, un petit poisson tracé à l'encre, symbole qu'il se rappelait vaguement de son catéchisme d'enfant. Le message, bien que court, semblait émettre une lumière propre dans l'obscurité. Miguel le plia soigneusement et le rangea dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il savait qu'il n'était plus le même homme.
La culpabilité restait là, mais elle n'était plus un poids qui l'écrasait, elle devenait le moteur de son courage. La peur continuait de l'accompagner, mais elle était désormais plus faible que l'amour qu'il portait à sa famille. Il sortit de l'église. La pluie avait cessé. Le ciel, lavé, s'ouvrait et laissait apparaître quelques étoiles. L'air de l'aube entra dans ses poumons, et pour la première fois depuis des années, il respira sans douleur. Ses pieds n'eût touché le pavé humide, mais il ne sentait plus le froid, une chaleur mystérieuse l'enveloppait, comme si une présence invisible marchait à ses côtés. Il savait exactement où il devait aller. Même si l'idée de se confronter à son passé lui donnait envie de s'enfuir, quelque chose de plus fort le poussait en avant. Il était temps de rentrer. Miguel marcha dans les rues silencieuses, son pas décidé résonnant sur les trottoirs. Ses pieds connaissaient le chemin, chaque coin de rue réveillait un souvenir. La petite boulangerie où il achetait des conchas pour les petits déjeuners du dimanche. Le parc où il avait appris à Pablo à faire du vélo, tenant la selle jusqu'au dernier instant avant de le voir filer tout seul. La pharmacie où Carmen achetait les médicaments des enfants lorsqu'ils tombaient malades. Le quartier avait changé. De nouveaux immeubles s'étaient dressés là où se trouvaient les vieilles maisons. Plus de lampadaires illuminaient les rues. Certains commerces qu'il fréquentait n'existaient plus. Et pourtant, l'âme du lieu n'avait pas disparu, un quartier ouvrier où tout le monde connaissait tout le monde, où les secrets restaient derrière les rideaux. Plus il approchait de la maison de la mère de Carmen, plus son cœur battait fort. Chaque pas semblait résonner jusque dans sa poitrine. Que leur dirait-il? Comment expliquer 10 ans d'absence? Comment justifier la douleur, les anniversaires manqués, les Noëls passés seuls? La maison était toujours la même, modeste bâtisse à 2 étages, avec un petit jardinet devant. Il était 3 heures du matin, et pourtant une lumière s'échappait de la fenêtre du 2e étage. Miguel s'arrêta de l'autre côté de la rue. Ses jambes refusèrent d'avancer. Derrière ces murs se trouvait sa famille. Carmen qui, dans son cœur, n'était peut-être plus vraiment son épouse, bien qu'aucun papier n'ait jamais prononcé leur séparation. Ses enfants qui n'étaient plus des enfants, mais de jeunes adultes ayant appris à vivre sans père. L'idée de repartir lui traversa l'esprit. Revenir à sa chambre vide serait plus simple que de faire face à leurs regards. Plus facile de rester un fantôme. Mais les mots du confessionnal résonnèrent encore, « Va chez toi, Miguel. Ils t'attendent. » Il avança. Ses mains tremblaient quand elles touchèrent le heurtoir de bronze. Avant qu'il ne frappe, la porte s'ouvrit. Carmen était là. Elle portait une simple robe de chambre bleue et des pantoufles. Ses cheveux, désormais grisonnants, étaient attachés en une queue de cheval. Elle avait vieilli, bien sûr, mais elle restait belle. Les rides au coin de ses yeux parlaient de nuits d'inquiétude, mais aussi de rires arrachés à la douleur. Ils se regardèrent. Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Carmen se remplirent de larmes. Elle ne se précipita pas pour l'embrasser, ne claqua pas la porte non plus. Elle le regardait comme on regarde une apparition de peur qu'un simple mouvement suffise à la faire disparaître. Et, dans ce silence chargé, Miguel comprit que le moment de vérité était arrivé. « Je savais que tu viendrais cette nuit », dit-elle enfin d'une voix que Miguel avait entendue dans ses rêves. Comment le savait-elle? Il n'aurait su le dire, mais ces mots résonnaient comme une évidence. « Carmen » tenta Miguel, mais sa voix se brisa avant de former une phrase complète. « Tu sens l'alcool », observa-t-elle. Ce n'était pas un reproche, juste une constatation, chargée d'une tristesse insondable. « Oui, mais je n'ai rien bu depuis des heures. Je suis allé me confesser. » Carmen haussa un sourcil, surprise. « Te confesser, avec le prêtre de San Juan Bautista. » Oui. Enfin, c'est compliqué. Miguel se frotta le visage de ses mains tremblantes. « Carmen, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de parler à Pablo et à Sofia. Je sais que je n'en ai pas le droit, que j'aurais probablement dû rester loin, mais... » Entre, l'interrompit-elle doucement. « Mais fais-le sans bruit. Ma mère dort, elle t'a toujours gardé de l'affection, et je refuse de lui infliger plus de douleur. » Miguel franchit le seuil, le cœur battant, et pénétra dans cette maison qu'il n'avait visitée que quelques fois lorsqu'ils étaient encore mariés. La pièce était remplie de photos, portraits, fêtes d'anniversaire, Noël, diplômes. 10 années entières de vie figées sur les murs. 10 années qu'il avait ratées. 10 années où il n'avait été présent qu'en fantôme. Sur aucune des photos, il n'apparaissait.
Carmen suivit son regard. Les enfants demandaient, pourquoi papa n'est jamais sur les nouvelles photos? Au début je disais que tu travaillais quand on les prenait. Puis ils ont cessé de poser la question. Miguel déglutit. Comment vont-ils? Pablo étudie l'ingénierie à l'université. Il travaille à mi-temps dans un atelier de mécanique pour payer ses études. C'est un jeune homme bien, Miguel, responsable, travailleur, tendre avec sa sœur et sa grand-mère. Elle fit une pause avant d'ajouter. Tout ce que tu aurais pu être. Ces mots ne sonnèrent pas comme une insulte, mais comme une simple vérité qui le transperça plus que n'importe quel cri. Sofia, elle, prépare un diplôme d'enseignante. Elle veut travailler avec les enfants issus de familles brisées. Carmen s'assit sur le canapé, en gardant ses distances. Elle dit qu'elle veut s'assurer qu'aucun enfant ne se sente abandonné comme elle s'est sentie. Miguel ferma les yeux, écrasé sous le poids de cette révélation, la douleur qu'il avait causée était devenue le moteur de la vocation de sa fille. Son absence avait façonné son avenir. Carmen, je suis désolé. Je sais que ces mots ne veulent plus rien dire après tout ce temps. Mais j'avais besoin de te les dire. Pourquoi maintenant, Miguel? Pourquoi venir frapper à ma porte à 3 heures du matin après 10 ans? Miguel sortit une petite note de la poche de sa chemise et la tendit à Carmen. Elle la lut en plissant les yeux. Je ne comprends pas. Qui a écrit ça? Le prêtre à qui je me suis confessé. Mais quand je suis sorti du confessionnal, il n'y avait plus personne. C'était comme si j'avais parlé avec quelqu'un qui n'était pas vraiment là. Carmen le fixa, partagée entre inquiétude et curiosité. Tu es sûr que tu n'imaginais pas? 10 ans à boire, Miguel, l'alcool peut faire voir des choses. Peut-être, admit-il. Mais réel ou pas, cette voix disait la vérité. Elle m'a dit que vous aviez besoin de moi autant que moi j'ai besoin de vous. À cet instant, des pas se firent entendre dans l'escalier. Pablo descendait, en pyjama, les cheveux en bataille. Lorsqu'il aperçut Miguel, il se figea. L'adolescent de 18 ans qu'il avait devant lui n'était plus le petit garçon de ses souvenirs, il était plus grand, plus solide. Sa mâchoire carrée était celle de Miguel, mais ses yeux étaient ceux, pleins de douceur, de Carmen. Son expression passa de la surprise à la reconnaissance, avant de se transformer en quelque chose qu'il ne parvint pas à lire. « Papa » dit Pablo, presque dans un souffle. « Salut, fiston. » Pablo s'approcha lentement, comme s'il avait peur que Miguel ne s'évanouisse s'il bougeait trop vite. Son regard le détailla, ses vêtements sales, ses pieds nus, sa barbe en désordre. « Où étais-tu? » Perdu, répondit Miguel, avec une brutalité désarmante. Complètement perdu. J'ai entendu des voix, dit une autre voix en haut de l'escalier. Sofia descendait, enveloppée dans une petite robe de chambre rose qui lui allait trop court. Elle n'était plus la fillette de 5 ans que Miguel gardait en mémoire, elle avait 15 ans, de longs cheveux bruns comme sa mère, et dans ses yeux brillait une maturité qu'elle n'aurait jamais dû porter si jeune. En l'apercevant, elle s'arrêta net. Son expression se durcit, comme si un mur invisible s'élevait entre eux. « Qu'est-ce qu'il fait ici » demanda-t-elle en s'adressant à Carmen, sans un regard pour Miguel. « Sofia » commença Carmen. « Non » coupa la jeune fille. 10 ans. 10 ans sans un appel, sans une lettre, sans rien. Et il se pointe comme si de rien n'était. Chaque mot frappa Miguel comme une gifle. « Tu as raison d'être en colère contre moi » dit-il doucement en regardant sa fille droit dans les yeux. « Je n'ai aucune excuse. J'ai été un lâche. J'ai préféré fuir plutôt que d'affronter mes erreurs. Tu n'es pas mon père, déclara Sofia d'une voix dure, bien plus âgée que ses 15 ans. Mon père est mort il y a 10 ans, le jour où il a choisi la bouteille plutôt que nous. Un silence glaçant s'abattit dans la pièce. Pablo regardait tour à tour sa sœur et son père, partagés entre curiosité et loyauté. Carmen avait les larmes aux yeux mais restait immobile. Miguel s'agenouilla devant Sofia, malgré le pas qu'elle recula. Tu as raison, l'homme qui était ton père est mort il y a 10 ans. Ce qui reste, c'est moi, un homme brisé qui veut apprendre à être meilleur. Pas pour vous, même si je vous aime plus que tout, mais parce que j'ai enfin compris que je mérite d'être meilleur. Et ça devrait me toucher, demanda Sofia, les yeux humides mais refusant de pleurer. Non, avoua Miguel. Tu as le droit de ne rien ressentir, comme moi je n'ai rien ressenti pendant des années. Pablo s'assit sur le sol à côté de lui. Pourquoi es-tu parti, papa?
Je sais que toi et maman vous disputiez, mais pourquoi tu n'es jamais revenu? La question simple de son fils ouvrit la poitrine de Miguel comme un coup de couteau. Pendant des années, il s'était inventé des histoires compliquées pour justifier son absence, mais la vérité était crue. Parce que j'avais peur. Peur de ce que j'avais fait. Peur que vous me détestiez. Peur d'essayer de changer et d'échouer à nouveau. C'était plus facile de boire et de prétendre que vous étiez mieux sans moi. Mais on n'était pas mieux, murmura Pablo. Maman pleurait la nuit. Sofia se cachait dans la salle de bain pour pleurer en silence. Et moi, je faisais semblant que ça m'était égal, mais je passais des heures à te chercher dans les rues, espérant te croiser quelque part. Les larmes que Miguel retenait depuis trop longtemps jaillirent enfin. Je suis désolé, mon fils. Désolé pour chaque jour où je n'étais pas là. Chaque anniversaire raté, chaque moment où tu avais besoin d'un père et où j'ai choisi de disparaître. Sofia restait debout, les bras croisés, mais Miguel vit ses yeux briller, elle pleurait aussi. Tu sais ce qui me fait le plus mal, demanda-t-elle d'une voix calme et coupante. Ce n'est pas que tu sois parti. C'est que tu n'as jamais essayé de revenir. Les mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans un puits profond. Miguel baissa les yeux, ses épaules se crispant. Je vous ai manqué chaque seconde de chaque jour, répondit-il avec un souffle tremblant. Mais j'ai cru que ma présence vous ferait encore plus de mal. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, lança Sofia. Et, pour la première fois de toute la conversation, sa voix retrouva le timbre d'une adolescente, laissant apparaître la jeune fille qu'elle aurait dû être, plutôt que l'adulte prématuré que la vie l'avait forcée à devenir. Carmen s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule de sa fille. Sofia, va préparer du café. Je crois que nous allons rester éveillés un moment. Sofia jeta un dernier regard à son père, un mélange de colère et de curiosité dans les yeux, puis hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. Pablo, lui, resta assis par terre, observant son père comme on observe un étranger dont on connaît pourtant le visage. « Où tu vivais » demanda-t-il enfin. Miguel soupira. « Dans une petite chambre sur un toit, dans la Colonia Doctor. Je passais mes journées à boire et à me plaindre de ma vie. Je travaillais quand je pouvais, porteur, nettoyeur, n'importe quoi pour gagner assez et acheter de quoi noyer mes pensées dans l'alcool. » Pablo hocha la tête, sans le juger. « Et maintenant ? Tu comptes rester ?» Miguel leva les yeux vers Carmen, silencieuse mais attentive. « Ce n'est pas seulement ma décision. Je voudrais essayer de faire partie de vos vies à nouveau, mais seulement si vous me laissez cette chance. » Carmen se redressa, ses traits se durcissant. « Ce ne sera pas facile. » Disant, « Miguel, tu ne peux pas espérer que tout redevienne comme avant. »« Je n'attends pas cela, » répondit-il d'une voix basse. « Je sais que je n'ai plus le droit d'être ton mari. Je sais que j'ai perdu 10 années que rien ne me rendra. Tout ce que j'espère, c'est avoir une petite chance de rencontrer les personnes que sont devenus mes enfants, et peut-être, avec le temps, gagner une place modeste dans leur vie. » À cet instant, Sofia revint avec un plateau, 4 tasses fumantes, l'odeur du café emplissant la pièce comme un baume amer. Elle servit tout le monde, tendit une tasse à Miguel sans lever les yeux. « Merci, » murmura-t-il. « Tu bois encore » demanda-t-elle sans détour. Miguel hésita, sentit le mensonge lui monter aux lèvres, puis le repoussa. « Oui. Mais je veux arrêter. »« Vouloir ne suffit pas, » répliqua-t-elle, tranchante. « Beaucoup de gens veulent beaucoup de choses. »« Tu as raison, » admit-il, « mais ce soir, pour la première fois en 10 ans, j'ai une raison assez forte pour essayer vraiment. »« Laquelle ?» Miguel inspira profondément, planta son regard dans celui de ses enfants. « Vous. Je veux être le père que vous auriez dû avoir. Même si c'est tard. Je veux que, le jour où vous aurez vos propres enfants, vous puissiez dire que leur grand-père était un homme dont on pouvait être fier. » Un silence se fit. Pablo se rapprocha lentement de son père. « Papa, je peux te demander quelque chose ? Tout ce que tu veux. Tu as pensé à nous, pendant toutes ces années ? Ou c'était facile de nous oublier ? » Miguel ferma les yeux, sa gorge se serra. « J'ai pensé à vous chaque jour. Chaque fois que je voyais un père avec son fils, je pensais à toi. Chaque fois que je voyais une petite fille rire dans les bras de son père, je pensais à Sofia. Alors je buvais pour ne pas penser, mais je ne vous ai jamais oublié. »« Alors pourquoi tu n'es jamais revenu ?» demanda Pablo d'une voix basse.
Miguel laissa tomber la vérité comme un aveu. Parce que je suis un lâche. Parce qu'il était plus facile de souffrir loin de vous que de risquer votre rejet. Parce que je croyais mériter ma douleur. Carmen, restée silencieuse tout ce temps, prit enfin la parole. Et qu'est-ce qui a changé ce soir? Miguel sortit la petite note qu'il gardait dans sa poche. Cette voix, que j'ai rêvé ou non qu'elle existe, m'a fait comprendre que mon supplice n'avait rien d'une pénitence. Ce n'était qu'une autre forme d'égoïsme. Pendant que je me noyais dans ma culpabilité, vous grandissiez sans père. Ma douleur ne vous rendait rien. Sophia s'assit enfin, mais resta à distance. Comment savoir que tu ne vas pas repartir? Que ce n'est pas juste une crise de conscience qui disparaîtra avec ta prochaine gueule de bois. Miguel secoua la tête, incapable de promettre. Vous ne pouvez pas le savoir. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui l'idée de vivre sans vous me fait plus mal que la peur de mes erreurs. Un long silence suivit, lourd mais pas vide, chacun était perdu dans ses pensées, digérant 10 ans de douleur dans une nuit qui n'en finissait pas. Enfin, Pablo rompit le silence. Tu peux rester cette nuit, sur le canapé. Mais demain, on parlera de la suite. Miguel sentit une vague de gratitude l'envahir si fort qu'il dut s'asseoir. Merci, fils. Sophia se leva. Je retourne dans ma chambre. J'ai besoin de réfléchir. Elle fit une pause, se tourna à demi. Je suis contente que tu sois vivant, je suppose. Ce n'était pas le pardon. Mais ce n'était pas le rejet. C'était un commencement. Carmen apporta une couverture et un oreiller. Le canapé est confortable, dit-elle doucement. J'y ai passé beaucoup de nuits, quand les enfants étaient malades, ou quand je ne pouvais pas dormir parce que je pensais à toi. Miguel prit le linge avec des mains tremblantes. Carmen, puis-je te demander quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Un homme dans ta vie? Carmen eut un sourire triste. Des hommes se sont intéressés à moi, oui. Des hommes bons. Mais je n'ai jamais réussi à t'effacer complètement. Et les enfants avaient besoin de stabilité. Je ne pouvais pas leur donner un beau-père alors que leur père était encore quelque part. Miguel sentit une gratitude douloureuse lui traverser le cœur. Je suis désolé, souffla-t-il. Peut-être que j'aurais dû refaire ma vie, répondit-elle, mais les décisions sont prises. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire du temps qu'il nous reste. Quand Carmen se retira dans sa chambre, Miguel s'allongea sur le canapé. L'odeur de lessive et de bois ciré l'enveloppa. Pour la première fois depuis 10 ans, il s'endormit sans le goût amer de l'alcool, mais avec celui fragile de l'espoir. Dehors, la nuit se dissipait doucement et l'aube pointait à l'horizon. Miguel ferma les yeux, conscient qu'au réveil il devrait affronter le premier jour d'une vie nouvelle, une vie qu'il ne savait pas encore comment mener, mais qu'il était prêt à apprendre. La petite note craqua dans sa poche lorsqu'il se tourna. « Ils t'attendent », semblait-elle murmurer. Et peut-être, oui, peut-être que c'était vrai. Miguel se réveilla au premier rayon de soleil qui filtrait à travers les rideaux de dentelle du salon. Un instant, il ne sut plus où il était, puis la mémoire de la nuit précédente le submergea. Il était dans la maison de la mère de Carmen, sur le même canapé où il avait dormi après 10 ans d'absence. L'odeur du café frais flottait dans l'air, mêlée à celle du pain grillé et des œufs brouillés. Pour la première fois en une décennie, il se leva sans mal de tête, sans cette sécheresse âcre dans la bouche, sans le poids du poison qui l'accompagnait chaque matin. Il replia soigneusement la couverture, ses mains plus fermes qu'hier soir. Mais son cœur battait vite, l'angoisse d'un homme qui s'apprête à vivre le premier jour du reste de sa vie. « Bonjour », dit Pablo depuis la porte de la cuisine. Il portait un jean et une chemise, prêt à sortir. « Tu as bien dormi ?»« Mieux que depuis des années », répondit Miguel. « Je vais à l'université d'abord, puis à l'atelier. C'est jeudi, j'ai cours jusqu'à 2 heures. » Il s'assit dans le fauteuil en face de son père, l'air calme mais sérieux. La nouvelle journée commençait. Et Miguel savait qu'elle serait décisive. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose avant de partir. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu comptes vraiment essayer d'arrêter de boire ?» La question de Pablo tomba comme un coup près, simple, sans détour, impossible à esquiver. Miguel sentit le poids de son regard et fut frappé par la sincérité de son fils. Il soupira, incapable de mentir. « Oui, mais je ne sais pas comment. J'ai bu pendant si longtemps que j'ai oublié ce que ça fait d'être complètement sobre.
Pablo acquiesça doucement, sans le juger. Mon ami Raoul m'a parlé de son père. Il a arrêté de boire il y a 5 ans. Il va à des réunions qui s'appellent Alcooliques Anonymes. Tu en as déjà entendu parler? Miguel hocha la tête. Oui, il en avait entendu parler, mais il avait toujours rejeté ces réunions comme des endroits pour les faibles. Pourtant, à cet instant, face à son fils, il comprit qu'il ne pouvait plus se cacher derrière ce faux orgueil. Tu crois que ça pourrait m'aider? Je n'en sais rien, mais ça vaut la peine d'essayer. Pablo se leva, se dirigeant vers la porte. Il y a une réunion ce soir à 7 heures, à l'église San Antonio. Si tu veux, je peux t'accompagner. Cette proposition serra le cœur de Miguel. C'était plus qu'une offre, c'était une main tendue. J'aimerais ça, fils. Merci. Lorsque Pablo partit, Miguel resta seul dans la pièce, entouré de photos d'une famille qui avait continué à grandir sans lui. Le silence était presque assourdissant. Quelques minutes plus tard, Carmen apparut, déjà prête pour le travail. « Tu as des projets pour aujourd'hui » demanda-t-elle. Miguel hésita, honteux, avant de répondre. « Je n'ai plus de travail depuis une semaine. Mon dernier patron m'a viré parce que je suis arrivé ivre. » Avouer cela était humiliant, mais Miguel sentait que l'honnêteté était désormais le seul chemin. Carmen ne le réprimanda pas. « Il y a une petite teinturerie à quelques rues d'ici. Le propriétaire est un ami de longue date. Il cherche quelqu'un pour faire des livraisons. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. » Miguel sentit une étincelle d'espoir s'allumer en lui. « Tu crois qu'il me donnerait une chance? Si tu y vas sobre et que tu lui dis la vérité, peut-être. Don Roberto croit aux secondes chances. » Carmen attrapa son sac, mais avant de sortir, elle se retourna, le regard sérieux. « Miguel, hier soir tu as dit que tu voulais être un homme meilleur. Mais tu dois comprendre une chose, tu ne peux pas faire ça seulement pour nous. Tu dois le faire pour toi. Si ta sobriété dépend uniquement de nous garder heureux, tu échoueras la première fois que nous aurons une dispute ou quand la vie deviendra difficile. » Les mots de Carmen frappèrent Miguel de plein fouet. Elle avait raison, elle avait toujours été la plus lucide entre deux. « Et comment saurais-je que je le fais pour les bonnes raisons » demanda-t-il. « Parce que tu continueras même les jours où nous serons en colère contre toi. Parce que tu choisiras de rester sobre, même quand nous ne te parlerons pas. » Après son départ, la maison retomba dans un silence lourd. Miguel alla prendre une douche. L'eau tiède glissa sur son corps fatigué, et le savon à l'odeur florale, sûrement celui de Sofia, lui sembla presque un symbole de purification. Lorsqu'il leva les yeux vers le miroir embué, il vit un homme de 47 ans qui en paraissait 60. Sa peau jaunie témoignait de l'alcool, ses yeux creusés par des années de fuite. Mais dans ce regard fatigué brillait une lueur nouvelle, fragile mais réelle, la clarté. Il remit les mêmes vêtements de la veille, les seuls qu'il possédait, et sortit. Le monde semblait différent, presque éblouissant. Les couleurs paraissaient plus vives, les sons plus nets. Comme si, après 10 ans à regarder la vie derrière une vitre sale, quelqu'un avait enfin essuyé le verre. La teinturerie, baptisée El Buon Servicio, était un petit commerce mais d'une propreté impeccable. Les machines industrielles bourdonnaient à l'arrière, emplissant l'air d'une odeur de savon et de vapeur. Don Roberto, un homme d'une 60aine d'années avec un grand moustache blanche, le reçut d'un regard pénétrant. « Carmen m'a appelé » dit-il sans préambule. « Elle m'a expliqué ta situation. » Miguel sentit son cœur se serrer, se préparant à être rejeté. Mais Don Roberto continua. « Elle m'a aussi dit que tu essaies de remettre ta vie en ordre. Je respecte ça. Moi aussi, j'ai eu mes démons dans ma jeunesse. » Son regard se fit plus sévère. « Le travail est simple, ramasser et livrer des vêtements. Payer chaque jour, en liquide. Mais il y a des règles. Tu arrives sobre, tu travailles sobre, tu repars sobre. Une seule fois que tu viens ivre, et c'est fini. Compris? » « Compris, monsieur. » « Bien. Tu peux commencer demain. 8h à 17h, 1 heure pour déjeuner. Apporte une pièce d'identité et ton acte de naissance. » En sortant, Miguel sentit pour la première fois depuis des années qu'il avait un but. Un travail. Un toit, même temporaire. Et une famille qui, bien qu'encore blessée, ne l'avait pas complètement rejeté. Il passa le reste de la journée à marcher dans le quartier, redécouvrant les lieux qu'il connaissait seulement à travers le brouillard de l'alcool.
Il passa devant le magasin où il achetait ses bouteilles et ressentit une pointe de manque, mais réussit à continuer son chemin. À 5 heures, il retourna chez Carmen. Dans la cuisine, Sofia était assise à la table, entourée de cahiers. « Bonjour », dit Miguel d'une voix timide. « Bonjour », répondit-elle sans lever les yeux. « Je peux m'asseoir avec toi ?» Un haussement d'épaules. Miguel le prit pour un « oui », hésitant et s'assit. Il observa sa fille quelques instants. Elle était belle, avec les yeux de Carmen et une détermination qui lui rappelait la sienne avant que l'alcool ne détruise sa volonté. « Qu'est-ce que tu étudies » demanda-t-il. « La psychologie du développement de l'enfant. C'est pour ma formation d'enseignante. »« Pourquoi as-tu choisi cette carrière ?» Pour la première fois, Sofia le regarda droit dans les yeux. « Tu veux vraiment savoir ?» « Oui. Parce que quand j'étais petite, après ton départ, j'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal pour que mon père m'abandonne. Je croyais que si j'avais été une meilleure fille, plus sage, plus gentille, plus intelligente, tu serais restée. » Ces mots frappèrent Miguel comme une gifle. « Sofia, tu n'as rien fait de mal. Rien de tout ça n'était de ta faute. »« Je le sais maintenant, » répondit-elle calmement. « Il m'a fallu des années de thérapie pour le comprendre. Mais je veux que plus aucun enfant ne se sente coupable des décisions que prennent les adultes dans leur vie. » Miguel sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa fille avait transformé sa douleur en mission de vie. Elle était devenue plus forte, plus sage que lui ne l'avait jamais été. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. « Peut-être que je n'ai pas le droit de le dire, mais je suis incroyablement fier de la femme que tu es devenue. »« Merci, » répondit-elle, et pour la première fois sa voix était un peu moins dure. « Maman m'a dit que tu as trouvé un travail. »« Oui, dans une teinturerie. Je commence demain. »« Et l'alcool ?» Miguel inspira profondément. « Pablo va m'emmener à une réunion ce soir. » Sofia ferma son livre, le regardant droit dans les yeux. « Tu sais quelle est ma plus grande peur ? Non. Que tu t'habitues à être ici, qu'on recommence à te faire confiance, et qu'ensuite tu partes à nouveau. Cette fois, ça nous blesserait encore plus, parce que nous ne serions plus des enfants. Nous serions des adultes qui t'auraient donné une seconde chance. » Les paroles de Sofia furent comme un coup de poignard. « Je ne peux pas te promettre que je n'aurai jamais de mauvaises journées, ni que je n'aurai jamais envie de boire. Mais je peux te promettre que, si ça arrive, je demanderai de l'aide au lieu de fuir. Comment puis-je te croire ? Tu n'as pas besoin de me croire. Regarde ce que je fais. » Un peu après 6 heures, Pablo arriva et tous deux partirent ensemble vers l'église de San Antonio. Miguel sentait la nervosité monter. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il sentait aussi une mince lueur d'espoir. Ce soir, il franchirait une porte vers une vie différente. La simple idée de parler de son alcoolisme devant des inconnus le glaçait d'effroi. Pourtant, Miguel savait que c'était le pas qu'il devait franchir s'il voulait retrouver sa vie. La réunion se tenait dans le sous-sol d'une vieille église, dans une salle simple où les chaises étaient disposées en cercle. Une vingtaine de personnes étaient là, hommes et femmes de tous âges et de tous horizons, mais unis par le même combat. Un homme d'une 50aine d'années, Fernando, s'approcha de Miguel avec un sourire chaleureux. « Première fois » demanda-t-il avec bienveillance. « Oui » répondit Miguel d'une voix presque inaudible. « Bienvenue. Ce soir, contente-toi d'écouter. Tu n'es pas obligé de parler tant que tu ne t'en sens pas prêt. » Miguel s'assit près de Pablo, son fils, et resta silencieux. Il écouta les histoires qui se déployaient les unes après les autres, des mariages détruits par l'alcool, des emplois perdus, des enfants éloignés, des séjours à l'hôpital, des arrestations. Chaque témoignage était comme un miroir de sa propre vie brisée. Mais, à travers les larmes et les voix tremblantes, il entendit aussi autre chose, des récits de guérison, de réconciliation familiale, de secondes chances saisies à deux mains. Une femme nommée Patricia prit la parole. Sa voix, à la fois ferme et douce, portait la force de quelqu'un qui avait survécu à l'orage. « Je suis sobre depuis 3 ans, dit-elle. Au début, je croyais le faire pour ma famille. Mais un jour, mon mari m'a dit quelque chose qui a tout changé, ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Nous méritons une épouse et une mère sobre, mais toi, tu mérites de vivre. » Ces mots résonnèrent dans la poitrine de Miguel comme un coup de tonnerre. Il comprit que sa sobriété ne pouvait pas être seulement un sacrifice pour les autres, elle devait être un acte d'amour envers lui-même. Lorsque la réunion se termina, Fernando vint le retrouver.
Alors, comment t'es-tu senti? J'ai eu peur, avoua Miguel, mais j'ai aussi ressenti un immense soulagement. Je ne savais pas qu'autant de gens vivaient ce même combat. Tu veux revenir? Oui. Fernando lui remit un petit livret avec les horaires des réunions et son numéro personnel. Appelle-moi si l'envie de boire devient trop forte. Peu importe l'heure. Sur le chemin du retour, Pablo brisa le silence. Qu'en as-tu pensé? Miguel inspira profondément avant de répondre. Cela m'a donné de l'espoir. Cette femme, Patricia, elle est sobre depuis 3 ans. La semaine dernière, je ne pouvais même pas imaginer rester sobre 3 heures. Tu vas y retourner? Aussi souvent que je le pourrai. De retour à la maison, Carmen et Sofia regardaient la télévision. Carmen l'éteignit aussitôt en les voyant entrer. Alors, demanda-t-elle. Révélateur, répondit Miguel. Je sais maintenant que j'aurai besoin de beaucoup d'aide, mais je sais aussi qu'il existe un endroit où je peux la trouver. Les semaines suivantes, Miguel se construisit une routine nouvelle. Il se levait tôt, prenait le petit déjeuner avec sa famille, puis partait travailler à la teinturerie. L'après-midi, il assistait aux réunions des alcooliques anonymes avant de rentrer dîner et de passer du temps avec ses enfants. Ce ne fut pas facile. Certains jours, le désir de boire était si violent que ses mains tremblaient. Certaines nuits, il se réveillait en sueur, hanté par des rêves où le goût du tequila semblait si réel qu'il en avait la bouche sèche. Mais chaque fois qu'il sentait la tentation devenir trop forte, il appelait Fernando ou se confiait à Pablo ou à Carmen. La relation avec Sofia fut la plus difficile à reconstruire. Elle se protégeait, gardait ses émotions à distance, et ne lui offrait que des silences lourds. Mais peu à peu, Miguel remarqua de petits signes de changement, elle recommença à l'inclure dans les conversations du dîner, à lui poser des questions sur sa journée de travail, et un soir, elle lui demanda même de l'aider pour un projet de mathématiques. Ce simple geste fit monter les larmes aux yeux de Miguel, c'était peut-être le premier vrai pas vers le pardon. Un mois après son retour, Carmen aborda un sujet qui allait bouleverser l'équilibre fragile de cette nouvelle vie. Après le dîner, elle s'assit en face de lui, le regard sérieux. « Miguel, nous devons parler. » Il sentit son cœur se serrer. Que se passe-t-il? Pablo va être diplômé dans 6 mois. Il postule pour un poste d'ingénieur à Monterrey. Miguel eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il venait à peine de retrouver son fils, et déjà, il risquait de le voir partir. C'est une grande opportunité pour lui, poursuivit Carmen. Mais il hésite. Il dit qu'il ne veut pas partir maintenant que tu es revenu. Miguel baissa la tête, luttant contre le poids de la culpabilité. Pablo a déjà tant sacrifié pour cette famille pendant mon absence, dit-il enfin. Il mérite de poursuivre ses rêves sans se sentir enchaîné par ma présence. Ce soir-là, il parla à son fils. Ta mère m'a parlé de l'offre d'emploi à Monterrey. Papa, je ne veux pas partir. Tu viens juste de revenir. Miguel posa ses mains sur ses épaules. Regarde-moi, Pablo. J'ai perdu 10 ans de ma vie à cause de décisions prises par peur. Je refuse que tu perdes tes chances à cause de moi. Et si tu rechutais? Et si tu avais besoin de moi? Alors je chercherai de l'aide, mais pas la tienne. Tu as déjà porté bien trop de poids pour ton âge. C'est à toi de vivre ta vie maintenant. Les yeux de Pablo se remplirent de larmes. Tu vas me manquer chaque jour. Moi aussi, mon fils. Mais je serai fier de toi chaque jour. 3 mois plus tard, Miguel emménagea dans un petit appartement à quelques rues de chez Carmen. Il était sobre depuis 4 mois et avait économisé assez d'argent pour vivre seul. Il voulait prouver à tous mais surtout à lui-même qu'il pouvait se tenir debout sans s'écrouler. Sa relation avec sa famille évoluait. Carmen et lui se revoyaient, redécouvrant les personnes qu'ils étaient devenus après 10 ans de chemin séparés. Ce n'était pas encore une histoire d'amour, mais il y avait entre eux une douceur nouvelle, presque timide. Sofia venait lui rendre visite le dimanche. Ils cuisinaient ensemble, elle lui racontait ses études, ses rêves. Miguel avait encadré tous les dessins de son enfance qu'il avait retrouvés dans une vieille boîte et les avait accrochés au mur, son appartement était devenu un sanctuaire de souvenirs et de nouvelles promesses. Pablo, lui, avait déménagé à Monterrey, mais il appelait chaque semaine. Un jour, il annonça à son père qu'il avait une petite amie, Anna, une ingénieure avec qui il parlait déjà mariage. « Tu voudrais la rencontrer, papa ? » Avec joie, mon fils. 1 an après son retour,
Miguel célébra ses 365 jours de sobriété. La réunion de ce soir-là fut particulière, il reçut sa médaille d'1 an et prit la parole devant tout le groupe pour la première fois. Je m'appelle Miguel, et je suis alcoolique. Sa voix tremblait, mais il continua. Il y a 1 an exactement, j'ai touché le fond. J'avais perdu ma famille, ma dignité, mon espoir. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a conduit jusqu'à une église. Et là, j'ai trouvé la force de faire le premier pas. Il parla de cette confession mystérieuse, de cette voix qui l'avait ramené à la vie, de la douleur et de la beauté de reconstruire ce qui avait été brisé. Je ne pourrai jamais récupérer les 10 années que j'ai perdues, conclut-il. Mais je peux faire en sorte que celles qui me restent en valent la peine. Après la réunion, il marcha jusqu'à l'église de San Juan Bautista, pour la première fois depuis cette nuit qui avait tout changé. L'église était ouverte, baignée par la lumière vacillante des mêmes bougies votives. Miguel s'agenouilla devant le confessionnal. « Merci », murmura-t-il dans le silence. « Je ne sais pas qui vous étiez, mais merci de m'avoir écouté au moment où j'en avais le plus besoin. » Il resta là quelques minutes, envahi d'une paix profonde. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il vit le père Miguel Angel s'approcher, vieilli mais toujours droit et énergique. « Miguel Hernandez, n'est-ce pas? »« Oui, mon père, vous vous souvenez de moi? »« Bien sûr. Ta famille vient à la messe régulièrement. Carmen m'a beaucoup parlé de ton chemin de guérison. Je suis fier de toi, Miguel. » Miguel hésita un instant, puis osa poser la question qui le hantait depuis 1 an. « Mon père, cette nuit où je suis venu me confesser, il y a 1 an, c'était bien vous? » Le père Miguel Angel fronça les sourcils. « Il y a 1 an, dis-tu? » « Non, mon fils, cette semaine-là j'étais à l'hôpital pour une opération du genou. Je ne suis revenu que 10 jours plus tard. » Un frisson parcourut Miguel. Il n'y avait eu aucun autre prêtre pour assurer les confessions. Non, l'église est restée fermée toute la semaine, à l'exception des bougies que Madame Rosa allume chaque soir. Elle a les clés parce qu'elle aide pour le ménage. Miguel resta muet. Si l'église avait été fermée et qu'aucun prêtre n'était disponible, qui donc l'avait confessé cette nuit-là? Es-tu certain que c'était ici? Demanda le père, inquiet. Absolument certain. J'ai encore le billet qu'on m'a laissé. Miguel sortit de son portefeuille ce petit morceau de papier qu'il avait gardé sur lui pendant 1 an entier. L'encre était pâlie, mais les mots restaient lisibles. L'amour ne se perd jamais, il se transforme. Rentre chez toi, Miguel. Ils t'attendent. Le père Miguel Angel lut attentivement le billet. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le minuscule dessin d'un poisson dans le coin. « Je n'ai pas écrit cette note, » dit Miguel d'une voix tremblante, « mais je reconnais ce symbole. C'est le même que celui gravé sur l'autel principal, derrière le crucifix. Il a été sculpté par le premier curé de cette église, il y a plus d'1 siècle. » Les 2 hommes se dirigèrent ensemble vers l'autel. Oui, là, discrètement gravé dans le bois, se trouvait le petit poisson, identique à celui du billet. « Que pensez-vous que cela signifie, mon père? » demanda Miguel. Le prêtre sourit, un sourire mêlé d'étonnement et de respect. « Je crois, mon fils, que ta confession a été entendue par quelqu'un bien plus grand que n'importe quel prêtre de ce monde. » Une chaleur familière enveloppa Miguel, la même qu'il avait ressentie cette nuit-là dans le confessionnal. Il n'avait plus besoin de comprendre tout ce qui s'était passé, il savait simplement qu'il devait être reconnaissant. 2 ans plus tard, l'église de San Antonio était décorée de fleurs blanches et de rubans dorés. L'air était empli d'un parfum de fête. Pablo, nerveux devant l'autel, réajustait son nœud papillon pour la 10e fois. Miguel, en tant que parrain de mariage, s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Prêt? » demanda-t-il. « Je n'ai jamais été aussi près de toute ma vie, » répondit Pablo, le visage illuminé d'un sourire rayonnant. La musique s'éleva doucement et Anna apparut au fond de l'église, resplendissante dans sa robe blanche. Les yeux de Miguel se remplirent de larmes en voyant le bonheur éclatant sur le visage de son fils. Après la cérémonie, au cours de la réception, Sofia s'approcha de son père. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc, ma chérie ? » ?»« J'ai accepté une bourse pour faire mon master en éducation spécialisée en Espagne. Ce sera pour 2 ans. » Miguel sentit une vague de panique le traverser, mais il la repoussa aussitôt. « Sofia, c'est merveilleux. Quand pars-tu ? » ?»« Dans 3 mois. »« Mais papa, j'ai peur de te laisser. Et si tu rechutais ?
Miguel prit les mains de sa fille dans les siennes. Sofia, je suis sobre depuis 2 ans et demi. J'ai appris que ma sobriété ne peut pas dépendre de votre présence. Je dois être fort par moi-même, pour être le père que vous méritez, peu importe où vous êtes. Tu en es sûr? Oui, ma fille. Et je suis incroyablement fier de toi. Carmen les rejoignit à cet instant. Depuis plusieurs mois, une complicité nouvelle s'était installée entre elle et Miguel. Ils n'avaient pas parlé de mariage ni de vivre à nouveau ensemble, mais une tendresse renaissait, comme si leur amour avait résisté à 10 ans de séparation et cherchait à refleurir. « De quoi parliez-vous » demanda-t-elle. « Elle me racontait l'Espagne » répondit Miguel avec un sourire. Carmen hocha la tête. « Elle va nous manquer, mais c'est le moment de déployer ses ailes. » Cette nuit-là, après la fête, Miguel marcha seul dans les rues tranquilles de son quartier. Bientôt, cela ferait 3 ans qu'il avait touché le fond et qu'il s'était traîné jusqu'à l'église. Désormais, il avait un emploi stable comme superviseur dans une teinturerie, un appartement modeste mais chaleureux, une relation reconstruite avec ses enfants, et quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espérance. Il s'arrêta devant l'église de San Juan Bautista et entra. Le père Miguel Angel préparait l'autel pour la messe du lendemain. « Bonsoir, Miguel. Comment était le mariage ? » « Magnifique. » Pablo semblait très heureux. « Et toi, comment vas-tu ? » Reconnaissant, répondit simplement Miguel. Il s'avança vers le confessionnal, là où tout avait commencé, où sa vie avait basculé. Il n'avait plus besoin de réponse, le mystère était moins important que la transformation profonde qui en avait découlé. Il s'agenouilla devant l'autel et ferma les yeux. Ce n'était pas une prière formelle, mais un dialogue intime avec cette présence qu'il avait ressentie cette nuit-là et qui ne l'avait jamais quitté. « Merci, murmura-t-il, de ne pas m'avoir abandonné quand moi je m'étais abandonné, de m'avoir donné la force de rentrer chez moi, de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Une brise légère fit vaciller les bougies de l'autel, et Miguel sentit une paix profonde remplir tout son être. Il se releva, alluma un cierge votif et se dirigea vers la sortie. À l'entrée, il se retourna une dernière fois vers l'autel. Les flammes projetaient des ombres dansantes qui, l'espace d'un instant, semblèrent former la silhouette d'un homme vêtu d'une tunique blanche. Miguel cligna des yeux, il n'y avait plus que des ombres. Il sourit et sortit dans la nuit. Il avait une vie à vivre, une sobriété à préserver, une famille à aimer. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans, il savait exactement qui il était. Miguel Hernández. Fils bien-aimé. Père retrouvé. Homme racheté. Alors qu'il rentrait chez lui sous un ciel étoilé, il sut avec une certitude absolue que, quel que soit l'avenir, il ne serait plus jamais vraiment seul. Cette histoire n'a pas besoin de réponse définitive, était-ce réellement Jésus qu'il avait entendu cette nuit-là ? Peut-être. Peut-être pas. Ce qui importe, c'est que Miguel ait trouvé le courage de rentrer chez lui et de faire face aux blessures qu'il avait causées. Elle nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Que l'amour véritable peut survivre à des années de douleur et d'absence. Que parfois, il suffit d'un seul pas, d'un seul mot de pardon pour que la lumière revienne. La guérison ne se limite pas à abandonner ses vices, elle consiste aussi à reconstruire la confiance perdue, à réapprendre à vivre sans se laisser écraser par la culpabilité. Et toi ? Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois demander pardon ? As-tu vécu une rencontre qui a changé ta vie ? Souviens-toi, tant qu'il y a de l'amour et un souffle de courage, il y a toujours de l'espoir.